Et si tout ce que tu sais sur l'histoire de l'humanité n'était qu'une fraction infime de ce qui a vraiment existé? Et si des bibliothèques entières, contenant des millions de rouleaux, des milliers de manuscrits, des siècles de sagesse accumulée, avaient été délibérément réduites en cendres? Et si quelqu'un, quelque part, à différentes époques, avait décidé que tu ne devais jamais savoir ce qui était écrit dans ces pages? Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas une fiction, c'est l'histoire documentée, vérifiable, de la plus grande perte intellectuelle que l'humanité ait jamais connue. On nous a enseigné que le progrès humain suit une ligne droite, une ascension constante depuis les grottes jusqu'au gratte-ciel, depuis les tablettes d'argile jusqu'aux ordinateurs quantiques. Mais une série de découvertes récentes, d'analyses de textes anciens retrouvés par miracle, de fragments échappés aux flammes, suggèrent quelque chose de profondément troublant. Il y a eu des moments dans notre histoire où nous savions beaucoup plus qu'aujourd'hui. Des moments où des connaissances extraordinaires étaient rassemblées, cataloguées, protégées. Et puis, soudainement, mystérieusement, violemment, ces connaissances ont disparu. Ce soir, nous allons explorer les ruines de la mémoire humaine. Nous allons marcher dans les cendres d'Alexandrie, fouiller les décombres de Tombouctou, retrouver les traces de bibliothèques que tu n'as jamais entendu mentionner. Nous allons examiner les textes qui ont survécu par miracle, les témoignages de ceux qui ont vu ces trésors avant leur destruction, et les indices troublants qui suggèrent que certaines de ces destructions n'avaient rien d'accidentel. 3 fils rouges guideront notre voyage à travers les siècles. Premièrement, les structures monumentales qui abritaient ces savoirs. Des bâtiments si vastes, si sophistiqués, qu'ils dépassaient tout ce que leurs époques respectives auraient dû pouvoir construire. Deuxièmement, les catalogues partiels qui ont survécu, ces listes d'ouvrages perdus qui nous révèlent l'ampleur vertigineuse de ce qui a été effacé. Et troisièmement, les échos persistants dans les traditions orales. Ces récits transmis de génération en génération, qui parlent d'un temps où les humains possédaient des savoirs que nous peinons à imaginer. Alors installe-toi confortablement. Laisse le monde extérieur s'estomper. Car ce voyage à travers les bibliothèques perdues de l'humanité va peut-être changer ta perception de qui nous sommes et de ce que nous avons oublié. Bienvenue sur ce canal, où nous explorons les recoins oubliés de notre passé collectif, où nous cherchons les vérités enfouies sous des siècles de silence et de cendres. Respire profondément et ouvre ton esprit, car ce que nous allons découvrir ensemble défie ce qu'on t'a appris à l'école, ce que les manuels officiels considèrent comme acquis. Si tu es de ceux qui croient que l'histoire mérite d'être questionnée, que les versions officielles ne racontent jamais toute la vérité, alors reste avec nous. Et si ce voyage te touche, n'hésite pas à t'abonner pour nous accompagner dans d'autres explorations des mystères de notre Terre. Commençons par poser le cadre de notre enquête. L'histoire officielle nous enseigne que l'écriture est apparue il y a environ 5000 ans en Mésopotamie, que les premières bibliothèques organisées remontent aux civilisations sumériennes et égyptiennes, et que la grande bibliothèque d'Alexandrie représentait le sommet de l'accumulation du savoir antique avant sa destruction tragique. C'est une histoire linéaire, propre, rassurante. Elle suggère que nous savons essentiellement ce qui s'est passé, que les pertes ont été regrettables mais limitées, et que la civilisation moderne a largement dépassé les connaissances d'errance des anciens. Mais voilà le glitch, l'anomalie qui fait trembler tout cet édifice rassurant. Des recherches récentes, menées dans les archives de monastères coptes, dans les fragments de la Génisa du Caire, dans les manuscrits miraculeusement préservés de Tombouctou, révèlent que nous avons perdu non pas des centaines, non pas des milliers, mais potentiellement des millions de documents. Et ces documents ne contenaient pas simplement des poèmes ou des récits mythologiques. Ils contenaient des traités de médecine décrivant des procédures chirurgicales que nous n'avons redécouvertes qu'au XXe siècle, des cartes astronomiques d'une précision impossible pour leur époque, des formules mathématiques que nous attribuons à des génies modernes alors qu'elles existaient déjà il y a 2 millénaires. La thèse centrale de cette exploration est simple, mais vertigineuse. Les grandes destructions de bibliothèques à travers l'histoire ne sont pas des accidents isolés ni des conséquences malheureuses de guerre. Elles forment un motif récurrent, presque systématique, de suppression délibérée du savoir.
Et ce motif traverse les civilisations, les religions, les empires. Comme si, à chaque époque, certaines forces avaient compris que le contrôle de la connaissance était le contrôle ultime du pouvoir. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous avons perdu, il faut d'abord visiter le lieu le plus célèbre de cette tragédie intellectuelle, Alexandrie, Égypte, 3 siècles avant notre ère. Imagine une ville comme il n'en existait aucune autre dans le monde antique, une métropole cosmopolite où Grecs, Égyptiens, Juifs, Perses et voyageurs de contrées lointaines se côtoyaient dans un bouillonnement intellectuel sans précédent. Au cœur de cette ville, un complexe architectural qui dépassait tout ce que l'humanité avait jamais construit pour abriter des livres. La grande bibliothèque d'Alexandrie n'était pas une simple collection de rouleaux. C'était une institution vivante, un organisme dédié à rassembler, copier, analyser et préserver tout le savoir du monde connu. Fondée sous le règne de Ptolémée Ier, vers 300 avant notre ère, elle faisait partie d'un ensemble plus vaste, appelé le Mousion, le Temple des Muses, que nous pourrions considérer comme la première université de l'histoire. Les dimensions physiques de cette bibliothèque défient l'imagination. Les sources antiques, bien qu'elles varient dans leurs estimations, s'accordent sur des chiffres astronomiques. Callimaque, le bibliothécaire qui créa le premier catalogue systématique, les Pinakès, répertoria environ 400 000 rouleaux dans la collection principale. D'autres sources évoquent jusqu'à 700 000 volumes si l'on inclut la bibliothèque annexe du Sérapéum. Pour mettre ces chiffres en perspective, 700 000 rouleaux de papyrus représenteraient l'équivalent de plusieurs millions de pages modernes. Et ces rouleaux ne contenaient pas de romans légers ou de correspondances banales. Ils représentèrent la quintessence du savoir humain, méticuleusement collecté sur plusieurs siècles. La politique d'acquisition de la bibliothèque était d'une agressivité remarquable. Tout navire entrant dans le port d'Alexandrie était fouillé. Si des manuscrits étaient trouvés à bord, ils étaient confisqués, copiés par des scribes professionnels, et les copies étaient rendues aux propriétaires, tandis que les originaux rejoignaient la collection. Les Ptolémées envoyaient des agents dans le monde entier pour acheter ou copier des textes rares. On raconte même qu'ils empruntèrent les originaux des tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide à Athènes, versant une caution astronomique de 15 talents d'argent, environ 375 kg de métal précieux, puis décidèrent de garder les originaux et de rendre des copies, préférant perdre la caution plutôt que de se séparer de ces trésors. Mais que contenaient exactement ces rouleaux? Les fragments qui nous sont parvenus, les références dans d'autres textes, les catalogues partiels, nous donnent un aperçu vertigineux. Les œuvres complètes de plus de 100 dramaturges grecs, dont nous ne connaissons aujourd'hui que 7. Échille avait écrit environ 90 pièces. Nous n'en possédons que 7. Sophocle en avait composé plus de 120. Nous en avons 7. Euripide, plus de 90 pièces. 18 ont survécu. Multiplie cette perte par des centaines d'auteurs dans des dizaines de disciplines. Et tu commences à apercevoir l'ampleur du désastre. La bibliothèque contenait les calculs originaux d'Aristarque de Samos, le premier astronome à avoir proposé que la Terre tournait autour du Soleil, 18 siècles avant Copernic. Elle abritait les travaux d'Ératosthène, qui calcula la circonférence de la Terre avec une précision de moins de 2% d'erreur, en utilisant simplement des bâtons, des ombres et la géométrie. Elle conservait les traités médicaux de l'école d'Alexandrie, où des médecins comme Hérophile et Érasistrate pratiquaient en des dissections systématiques et avaient identifié le système nerveux, distingué les artères des veines, et compris le rôle du cerveau comme siège de l'intelligence. Des connaissances qui seraient perdues pendant plus de 1000 ans après la destruction de la bibliothèque. Il y avait aussi des textes dont nous ne connaissons que les titres, mentionnés par des auteurs antiques avec révérence, des traités sur la construction de machines extraordinaires, des descriptions de terres lointaines que les Grecs n'auraient théoriquement pas dû connaître, des analyses mathématiques dont la complexité étonne encore les historiens des sciences. Et tout cela a brûlé. Mais comment? Et surtout, pourquoi? L'histoire de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie n'est pas un événement unique et dramatique comme on le présente souvent. C'est un processus de dégradation qui s'est étalé sur plusieurs siècles, ponctué de catastrophes successives,
chacune emportant une partie du trésor. La première grande perte remonte à 48 avant notre ère, lors de la guerre civile romaine. Jules César, assiégé dans Alexandrie par les forces du pharaon Ptolémée XIII, ordonna d'incendier les navires égyptiens dans le port. Le feu se propagea aux entrepôts du quartier portuaire, où, selon certaines sources, étaient stockés des dizaines de milliers de rouleaux destinés à l'exportation. Plutarque et d'autres historiens antiques mentionnent cette destruction, bien que l'ampleur exacte des pertes reste débattue. Mais la bibliothèque principale survécut à cet incendie. Elle continua à fonctionner pendant des siècles, bien que son prestige et ses ressources déclinassent progressivement sous la domination romaine. La deuxième grande catastrophe se produisit en 272 de notre ère, lorsque l'empereur Aurélien réprima une révolte à Alexandrie. Le quartier du Bruchéon, où se trouvait le Mousion, fut ravagé. À partir de cette date, les sources cessent de mentionner la grande bibliothèque en tant qu'institution fonctionnelle. Mais il restait le Sérapéum, la bibliothèque annexe située dans le temple de Sérapis. Cette collection secondaire, mais encore considérable, survécut jusqu'en 391, lorsque l'empereur chrétien Théodose ordonna la destruction de tous les temples païens de l'Empire. Le patriarche Théophile d'Alexandrie mena personnellement la foule qui saccagea le Sérapéum. Les témoignages de l'époque décrivent alors des moines et des chrétiens zélés arrachant les rouleaux des étagères, les piétinant, les brûlant dans des bûchers improvisés. Et c'est ici que le motif devient troublant. Car cette destruction n'était pas accidentelle. Elle n'était pas la conséquence collatérale d'une guerre. Elle était délibérée, idéologique, systématique. Le savoir païen devait disparaître pour que la nouvelle foi puisse régner sans contestation. Hypatie, la dernière grande savante d'Alexandrie, fut assassinée par une foule chrétienne en 415. Philosophe, mathématicienne, astronome, elle représentait tout ce que le nouveau pouvoir voulait effacer. Son meurtre marqua symboliquement la fin de la tradition intellectuelle alexandrine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le même motif de destruction délibérée du savoir se répète à travers les siècles et les continents, comme si une même pulsion animait des acteurs pourtant séparés par des millénaires et des océans. Traversons maintenant la Méditerranée et remontons dans le temps pour visiter une autre bibliothèque légendaire, moins connue mais tout aussi fascinante, la Maison de la Sagesse de Bagdad. Au IXe siècle de notre ère, alors que l'Europe occidentale sombrait dans ce qu'on appelle parfois les âges sombres, le monde islamique connaissait un âge d'or intellectuel sans précédent. Au cœur de cet épanouissement se trouvait Bagdad, capitale du califat abbasside. Et au cœur de Bagdad se trouvait le Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse. Fondée sous le règne du calife Haroun al-Rachid et considérablement développée par son fils Al-Mamoun, cette institution rassemblait des savants de toutes origines et de toutes confessions. Musulmans, chrétiens, juifs, zoroastriens travaillaient côte à côte pour traduire, étudier et développer le savoir hérité de l'Antiquité. C'est là que furent traduits en arabe les textes d'Aristote, de Platon, d'Euclide, de Ptolémée, de Galien. C'est là que furent préservées des œuvres qui auraient autrement disparu à jamais. C'est là que des mathématiciens comme Al-Khwarizmi inventèrent l'algèbre, mot qui vient de l'arabe al-jabr. C'est là que des astronomes affinèrent les calculs de leurs prédécesseurs grecs avec une précision nouvelle. La collection de la Maison de la Sagesse était immense. Les sources de l'époque parlent de centaines de milliers de volumes, rassemblés sur plusieurs siècles grâce aux efforts de califes successifs qui envoyaient des émissaires jusqu'en Inde et en Chine pour acquérir des manuscrits. Et puis, vinrent les Mongols. En 1258, les armées de Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, assiégèrent Bagdad. Après 40 jours, la ville tomba. Ce qui suivit fut l'un des massacres les plus dévastateurs de l'histoire. Les estimations varient entre 200 000 et 2 millions de morts. Mais au-delà du carnage humain, il y eut le carnage intellectuel. Les chroniqueurs de l'époque racontent que les eaux du Tigre coulèrent noires pendant des jours, tant les Mongols y avaient jeté de manuscrits. D'autres sources affirment que les eaux prirent une teinte rouge sang, puis noire d'encre. Les soldats utilisèrent les livres comme combustible et comme matériaux de construction pour des passerelles improvisées.
Des siècles de savoir accumulés disparurent en quelques semaines. Des traités de médecine, de mathématiques, d'astronomie, de philosophie, de chimie, de botanique, de géographie, des cartes du monde connues, des descriptions de terres lointaines, des techniques artisanales perfectionnées sur des générations. La civilisation islamique ne s'en remit jamais vraiment. Bagdad, qui avait été la ville la plus peuplée et la plus prospère du monde, ne retrouverait jamais sa grandeur passée. Et avec elle, disparut un patrimoine intellectuel dont nous ne pouvons qu'imaginer la richesse. Mais le motif ne s'arrête pas aux Mongols, car d'autres destructions, plus récentes, plus proches de nous, ont continué à effacer la mémoire de l'humanité. Dirigeons-nous maintenant vers un lieu que beaucoup considèrent comme une ville mythique, alors qu'elle existe bel et bien, nichée aux portes du Sahara. Tombouctou, Mali, Afrique de l'Ouest. Quand les Européens entendaient parler de Tombouctou au Moyen-Âge, ils imaginaient une cité légendaire aux toits d'or, un Eldorado africain inaccessible aux voyageurs occidentaux. Peu imaginaient que cette ville était avant tout un centre intellectuel d'une importance capitale, une ville de bibliothèques et d'universités qui rivalisait avec les plus grands centres de savoir du monde médiéval. À son apogée, au XVe et XVIe siècle, Tombouctou abritait 3 grandes universités, dont la célèbre mosquée Sankoré et plus de 150 écoles coraniques. Mais la ville était bien plus qu'un centre d'études religieuses. Elle était un carrefour commercial et intellectuel où se rencontraient les routes transsahariennes, où les caravanes apportaient non seulement de l'or, du sel et des épices, mais aussi des manuscrits, des idées, des savoirs. Les familles de Tombouctou accumulaient des bibliothèques privées sur des générations, des collections transmises de père en fils comme le plus précieux des héritages. On estime qu'au XVIe siècle, la ville et sa région abritaient entre 300 000 et 700 000 manuscrits. Ces documents n'étaient pas de simples copies du Coran. Ils couvraient tous les domaines du savoir humain. Médecine, astronomie, mathématiques, histoire, jurisprudence, philosophie, poésie, musique, botanique, zoologie. Certains de ces manuscrits remontaient au XIIIe siècle. D'autres étaient des copies de textes bien plus anciens, préservant des savoirs venus d'Égypte, de Perse, d'Arabie, d'Al-Andalus. Tombouctou était une bibliothèque vivante, dispersée dans des milliers de foyers, protégée par le secret des familles et l'isolement du désert. Mais cette protection ne durerait pas éternellement. En 1591, une invasion marocaine mit fin à l'âge d'or de Tombouctou. Les soldats du sultan Ahmed al-Mansour s'emparèrent de la ville, déportèrent ses savants vers Marrakech et pillèrent de nombreuses bibliothèques. Beaucoup de manuscrits furent détruits ou dispersés, mais pas tous, car les familles de Tombouctou avaient développé au fil des siècles une stratégie de survie remarquable. Face aux menaces successives, invasions, sécheresses, instabilité politique, elles avaient appris à cacher leurs trésors. Les manuscrits les plus précieux étaient enfouis dans des coffres de bois, enterrés dans le sable, dissimulés dans des greniers secrets, murés dans des pièces inaccessibles. Cette tradition de préservation clandestine se transmettait de génération en génération, comme un devoir sacré. Pendant des siècles, le monde extérieur ignora l'existence de ces trésors cachés. Les colonisateurs français, qui occupèrent le Mali au XIXe siècle, ne s'intéressèrent guère à ces vieux papiers jaunis écrits en arabe. Les chercheurs occidentaux, qui s'aventurèrent parfois dans la région, repartaient avec quelques spécimens, mais sans mesurer l'ampleur de ce qui dormait dans les maisons d'adobe de Tombouctou et des villages environnants. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que des efforts systématiques de catalogage et de préservation furent entrepris. Des organisations internationales, des fondations privées, des gouvernements commencèrent à réaliser que Tombouctou abritait l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens au monde. Des instituts furent soldés, des bibliothèques modernes construites, des techniques de conservation mises en œuvre. Mais alors que ce patrimoine commençait enfin à être reconnu à sa juste valeur, une nouvelle menace surgit, plus terrible que toutes les précédentes. En 2012, des groupes armés djihadistes s'emparèrent du nord du Mali, y compris de Tombouctou. Pour ces fondamentalistes, les manuscrits représentaient une forme de savoir qu'ils considéraient comme hérétique,
contraire à leur interprétation rigoriste de l'islam. Ils détruisirent des mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité. Ils brûlèrent des milliers de manuscrits dans les bibliothèques publiques. Les images de ces autodafés firent faire le tour du monde, provoquant une indignation universelle. On parla de catastrophe culturelle comparable à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais ce que le monde ne savait pas encore, c'est que les gardiens traditionnels de Tombouctou avaient une fois de plus anticipé le danger. Dans les semaines précédant l'arrivée des djihadistes, des réseaux secrets de bibliothécaires, de conservateurs et de simples citoyens avaient organisé l'évacuation de centaines de milliers de manuscrits. Cachés dans des malles, dissimulés sous des denrées alimentaires, transportés de nuit par des routes détournées, ces trésors furent mis à l'abri dans le sud du pays, hors de portée des destructeurs. On estime que plus de 350 000 manuscrits furent ainsi sauvés, grâce au courage et à la débrouillardise de quelques centaines de personnes ordinaires qui refusèrent de voir leur héritage réduit en cendres. Cette histoire récente de Tombouctou nous enseigne quelque chose de fondamental. Elle nous montre que la destruction du savoir n'est pas un phénomène du passé lointain, une tragédie antique que nous pouvons contempler avec détachement. C'est un processus qui continue, encore aujourd'hui, sous nos yeux. Et elle nous montre aussi que la préservation du savoir n'est jamais acquise, qu'elle exige une vigilance constante et parfois des sacrifices considérables. Mais revenons maintenant aux indices matériels, aux preuves physiques de ce que contenaient ces bibliothèques perdues. Car au-delà des récits historiques et des témoignages, il existe des traces tangibles, des fragments qui ont survécu par miracle et qui nous donnent un aperçu de l'immensité de ce qui a disparu. Considérons d'abord les manuscrits d'Oxyrhynque. Ce site archéologique égyptien, situé à environ 160 km au sud du Caire, a livré depuis la fin du XIXe siècle une quantité stupéfiante de papyrus anciens. Des centaines de milliers de fragments ont été exhumés des anciennes décharges de cette ville romaine, préservés pendant 2 millénaires par la sécheresse du désert. Parmi ces fragments, des chercheurs ont identifié des morceaux d'œuvres littéraires dont nous ne possédions plus aucun exemplaire. Des comédies de Ménandre qu'on croyait perdues à jamais. Des passages d'évangiles apocryphes inconnus jusqu'alors. Des traités philosophiques dont on ne connaissait que les titres. Des textes scientifiques décrivant des techniques et des théories oubliées. Et pourtant, Oxyrhynque n'était qu'une ville provinciale de l'Égypte romaine, pas un grand centre culturel comme Alexandrie. Si une simple bourgade de province contenait tant de textes remarquables, combien devaient reposer dans les grandes bibliothèques des métropoles antiques avant leur destruction? Un autre témoignage physique nous vient de la villa des papyrus d'Herculanum. Cette somptueuse demeure romaine, ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, contenait une bibliothèque privée de près de 2000 rouleaux. Carbonisés mais préservés par la chaleur volcanique, ces papyrus ont fait l'objet de tentatives de lecture depuis leur découverte au XVIIIe siècle. Pendant longtemps, le déchiffrement de ces rouleaux noircis et fragiles semblait impossible. Les dérouler les détruisait irrémédiablement. Mais les technologies modernes, notamment l'imagerie par rayon X et l'intelligence artificielle, permettent désormais de lire ces textes sans les ouvrir. Et ce qu'on y découvre est fascinant. La bibliothèque contenait principalement des œuvres de philosophie épicurienne, en particulier les traités de Philodème de Gadara. Mais elle contenait aussi des textes latins, dont certains pourraient être des œuvres perdues d'auteurs majeurs. Les recherches continuent et chaque année apportent de nouvelles révélations. Ce qui est troublant, c'est que cette bibliothèque n'appartenait qu'à un seul homme riche. Si un particulier possédait 2000 rouleaux dans sa maison de campagne, combien les grandes bibliothèques publiques de Rome, d'Athènes, de Pergame, de Carthage pouvaient-elles en contenir avant leur destruction? Les estimations les plus prudentes suggèrent que le monde méditerranéen antique contenait plusieurs millions de rouleaux. Les plus optimistes parlent de dizaines de millions. Et de tout cela, il ne nous reste qu'une fraction infime, peut-être moins d'1%. Examinons maintenant ce que les sciences dures nous révèlent sur les savoirs perdus. Car au-delà des textes littéraires et philosophiques, les bibliothèques anciennes contenaient des connaissances techniques et scientifiques dont certains fragments nous laissent perplexes. Prenons l'exemple
du mécanisme d'Anticythère. Cet objet extraordinaire, récupéré en 1900 dans l'épave d'un navire grec au large de l'île grecque d'Anticythère, est souvent qualifié de premier ordinateur analogique de l'histoire. Datant du 2e ou 1er siècle avant notre ère, ce dispositif de bronze contenait des dizaines d'engrenages sophistiqués permettant de calculer les positions du Soleil, de la Lune, des planètes, de prédire les éclipses et même de déterminer les dates des Jeux olympiques. Pendant des décennies, les chercheurs refusèrent de croire qu'un objet aussi complexe puisse dater de l'Antiquité. Il fallut attendre les technologies d'imagerie modernes pour révéler la sophistication interne du mécanisme, avec ses différentiels et ses trains d'engrenage d'une précision remarquable. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Nous n'avons aucun texte antique décrivant la fabrication d'un tel dispositif. Nous n'avons aucun manuel expliquant les principes mécaniques qui le sous-tendent. Nous n'avons aucune mention d'une école ou d'une tradition de fabrication de tels instruments. Cela ne peut signifier qu'une chose. Les textes qui décrivaient cette technologie existaient. Mais ils ont été perdus. Quelque part dans les bibliothèques de Rhodes, d'Alexandrie ou de Pergame, des traités expliquaient comment concevoir et construire de tels mécanismes. Ces traités ont brûlé, et avec eux, un savoir technique que l'humanité ne retrouverait que des siècles plus tard. Un autre exemple nous vient des mathématiques. Archimède, le génie de Syracuse, avait développé des méthodes de calcul qui anticipaient de près de 2 millénaires le calcul intégral inventé par Newton et Leibniz. Son traité sur la méthode, redécouvert par hasard en 1906 sous un palimpseste médiéval, révèle une sophistication mathématique stupéfiante pour son époque. Le texte avait été gratté et recouvert de prières par un moine du XIIIe siècle qui avait besoin de parchemin. Si le manuscrit n'avait pas été partiellement préservé sous les textes religieux, si un spécialiste danois n'avait pas remarqué les traces d'écriture antérieures, nous n'aurions jamais su qu'Archimède avait atteint un tel niveau de compréhension mathématique. Combien d'autres traités d'Archimède ont-ils subi le même sort, grattés, effacés, brûlés, perdus à jamais? Nous savons par les références d'autres auteurs qu'il avait écrit de nombreux ouvrages dont nous n'avons plus aucune trace. Des traités sur l'optique, sur les miroirs paraboliques, sur la construction de machines. Tout cela a disparu, et Archimède n'était qu'un savant parmi des centaines. Les écoles d'Alexandrie, de Pergame, d'Athènes produisaient des générations de mathématiciens, d'astronomes, de mécaniciens dont les œuvres remplissaient les bibliothèques. Nous ne connaissons la plupart d'entre eux que par leurs noms, mentionnés en passant dans des textes qui ont survécu. Leurs travaux originaux ont disparu. Considérons aussi les connaissances médicales perdues. L'école de médecine d'Alexandrie avait atteint un niveau remarquable, notamment grâce à la pratique de la dissection humaine, interdite dans le reste du monde antique, mais autorisée en Égypte ptolémaïque. Les médecins alexandrins avaient identifié le système nerveux, compris la circulation sanguine, développé des techniques chirurgicales avancées. Galien, le grand médecin du IIe siècle, passa des années à Alexandrie à étudier les textes de ses prédécesseurs. Il mentionne des centaines d'ouvrages médicaux dont nous n'avons plus aucune trace. Des traités sur l'anatomie, sur les maladies, sur les remèdes, sur les techniques opératoires. Tout cela fut perdu dans les destructions successives, et la médecine occidentale régressa pendant plus d'un millénaire. Ce n'est qu'à la Renaissance, lorsque des médecins comme Vézal recommencèrent à pratiquer des dissections systématiques, que l'Europe retrouva le niveau de connaissances anatomiques que les Alexandrins possédaient 15 siècles plus tôt. Combien de vies auraient pu être sauvées si ces savoirs n'avaient pas été détruits? C'est une question à laquelle nous ne pourrons jamais répondre, mais qui devrait nous hanter. Passons maintenant au troisième fil de notre enquête, la dimension humaine et mythologique de ces pertes. Car les civilisations anciennes n'ont pas seulement laissé des ruines et des fragments de textes. Elles ont aussi transmis des récits, des traditions orales, des mythes qui parlent d'un temps où le savoir était immense et où des catastrophes l'ont détruit. Les traditions égyptiennes parlent des textes de Thoth, des écrits sacrés attribués aux dieux de la sagesse, contenant tous les secrets de l'univers. Ces textes auraient été cachés dans des temples, secrets avant les grandes catastrophes, préservés pour les générations futures. Les prêtres égyptiens que Solon et Platon consultèrent affirmaient la posséder des archives remontant à des millénaires,
décrivant des civilisations et des événements totalement inconnus des Grecs. Les traditions mésopotamiennes racontent que les 7 sages d'avant le déluge avaient enterré des tablettes contenant tout le savoir humain pour les protéger des eaux destructrices. Après le cataclysme, les survivants déterrèrent dans ces tablettes et reconstruisirent la civilisation. Les mythes sumériens et babyloniens sont pleins de références à des savoirs antédiluviens, à des connaissances héritées d'une époque fabuleuse. Les traditions indiennes parlent des Védas originels, des textes sacrés d'une longueur immense dont les versions actuelles ne seraient que des fragments abrégés. Les textes tantriques évoquent des bibliothèques secrètes cachées dans des monastères himalayens, contenant des savoirs ésotériques transmis depuis la nuit des temps. Les traditions chinoises racontent que l'empereur Qin Shi Huang, unificateur de la Chine au IIIe siècle avant notre ère, ordonna de brûler tous les livres et d'enterrer vivants les lettrés qui résistaient. Cette destruction massive visait à effacer le passé pour mieux contrôler le présent. Bien que de nombreux textes aient survécu en copie cachée, d'innombrables ouvrages furent perdus à jamais. Les traditions mésoaméricaines, celles des Mayas et des Aztèques, parlent de livres sacrés contenant l'histoire du monde depuis ses origines, les secrets des calendriers, les prophéties du futur. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent au XVIe siècle, accompagnés de missionnaires zélés, ils entreprirent une destruction systématique de ces codex, ces livres en papier d'écorce pliés en accordéon. L'évêque Diego de Landa, au Yucatan, organisa des autodafés massifs où des milliers de manuscrits mayas furent brûlés. Des siècles d'astronomie, de mathématiques, d'histoire, de médecine, de rituels partirent en fumée. De toute la production écrite de la civilisation maya, il ne reste aujourd'hui que 4 codex authentiques, conservés dans des musées européens. 4 livres sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Landa lui-même écrivit plus tard, avec une naïveté confondante, que ces livres ne contenaient que des superstitions et des mensonges du diable, et qu'il était de son devoir de les détruire pour sauver les âmes des Indiens. Il ne lui vint jamais à l'esprit que ces superstitions pouvaient contenir des savoirs astronomiques d'une précision remarquable, des systèmes mathématiques incluant le concept du zéro bien avant l'Europe, des observations médicales issues de millénaires d'expérience avec la flore tropicale. Ce qui est frappant, c'est la récurrence de ce motif à travers les cultures et les époques. Des conquérants, des religieux, des idéologues décident que certains savoirs sont dangereux, hérétiques, subversifs, et les détruisent méthodiquement. Ce n'est jamais un accident. C'est toujours un choix délibéré, motivé par le désir de contrôler la pensée, de façonner la mémoire collective, d'imposer une vision unique du monde. Et peut-être est-ce là le message le plus troublant de notre exploration. Les bibliothèques ne brûlent pas toutes seules. Elles sont brûlées par des êtres humains qui croient savoir mieux que d'autres ce qui mérite d'être préservé et ce qui doit être oublié. Mais les flammes, aussi dévastatrices soient-elles, n'effacent jamais tout. Des fragments survivent, des copies échappent au bûcher, des traditions orales préservent l'essentiel. Et parfois, des siècles plus tard, ce qui semblait perdu refait surface, comme les manuscrits de Tombouctou sortant de leur cachette, comme les rouleaux d'Herculanum livrant enfin leurs secrets au rayon X. Peut-être y a-t-il encore, quelque part, dans des caves oubliées, dans des grottes isolées, dans des coffres enterrés, des trésors qui attendent d'être redécouverts. Peut-être que le prochain paysan qui retourne son champ mettra au jour des jarres contenant des rouleaux intacts, comme ce fut le cas à Qumran en 1947, lorsqu'un berger bédouin découvrit par hasard les manuscrits de la mer Morte. L'espoir n'est pas vain. L'histoire nous a montré que des textes peuvent survivre à des millénaires d'oubli, que des savoirs peuvent ressurgir au moment où on les attend le moins. Mais pour chaque texte retrouvé, combien reste perdu à jamais? Pour chaque fragment déchiffré, combien de bibliothèques entières demeurent en cendres? La mathématique des pertes est vertigineuse, et elle nous oblige à une humilité profonde face à ce que nous croyons savoir de notre passé. Laisse-moi te conduire maintenant vers un lieu dont on parle rarement lorsqu'on évoque les grandes bibliothèques perdues, mais qui mérite pourtant une place centrale dans cette histoire. Nalanda, Inde, Bihar.
un nom que peu de gens en Occident connaissent, mais qui fut pendant près de 8 siècles le plus grand centre d'apprentissage que le monde ait jamais connu. Fondée au 5e siècle de notre ère, l'université de Nalanda attirait des étudiants de toute l'Asie, de Chine, de Corée, du Japon, du Tibet, d'Asie centrale, d'Indonésie. Ils venaient par milliers pour étudier auprès des maîtres les plus renommés de leur époque. À son apogée, Nalanda accueillait plus de 10 000 étudiants et 2000 professeurs. Son campus s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés, comprenant des dizaines de temples, des salles de méditation, des observatoires, des hôpitaux et surtout des bibliothèques. La bibliothèque principale de Nalanda, appelée Dharma Ganja, ce qui signifie littéralement le trésor du Dharma, était composée de 3 bâtiments massifs de 9 étages chacun. Leur nom évoquait leur fonction sacrée. Ratnasagara, l'océan de joyaux, Ratnodadi, la mer de joyaux, et Ratnaranjaka, le délice des joyaux. Ces structures monumentales abritaient des centaines de milliers de manuscrits. Certains affirment des millions, couvrant tous les domaines de la connaissance bouddhiste mais aussi hindoue, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la logique, la grammaire, la philosophie. Le voyageur chinois Xuanzang, qui étudia à Nalanda pendant 5 ans au 7e siècle, a laissé des descriptions détaillées de cette institution extraordinaire. Il raconte que les débats philosophiques duraient pendant des journées entières, que les étudiants devaient maîtriser des centaines de textes avant même d'être admis aux cours avancés, que les moines copistes travaillaient sans relâche pour reproduire et préserver les manuscrits les plus précieux. Xuanzang lui-même emporta avec lui, lors de son retour en Chine, plus de 600 textes sanscrits qu'il passa le reste de sa vie à traduire. Ces traductions constituent aujourd'hui une part essentielle du canon bouddhiste chinois. Et ironiquement, beaucoup des textes originaux dont il fit la copie n'existent plus qu'à travers ces traductions. Les originaux ayant péri dans la catastrophe qui allait frapper Nalanda. Car en 1193, les armées de Bakhtiar Khilji, un général turc au service du sultanat de Delhi, déferlèrent sur le Bihar. Nalanda fut l'une de leurs cibles principales. Les témoignages de l'époque, bien que fragmentaires, dressent un tableau apocalyptique de la destruction. Les soldats turcs prirent d'abord les bâtiments pour des forteresses, tant ils étaient massifs et bien défendus. Lorsqu'ils comprirent qu'il s'agissait d'une université peuplée de moines pacifiques, ils massacrèrent sans distinction. Des milliers d'érudits furent passés au fil de l'épée. Ceux qui tentèrent de fuir avec des manuscrits furent poursuivis et tués. Puis vinrent les flammes. Les 3 grandes bibliothèques, contenant les trésors accumulés sur 8 siècles, furent incendiées. Les chroniqueurs rapportent que les bâtiments brûlèrent pendant des mois, tant la quantité de manuscrits était immense. Des témoins affirment avoir vu la fumée s'élever pendant près d'une année entière, comme si les cendres de 1000 ans de sagesse refusaient de retomber sur terre. Ce qui fut perdu à Nalanda dépasse l'entendement. Des traités de logique d'une sophistication que l'Europe n'atteindrait que des siècles plus tard. Des manuels de médecine décrivant des techniques chirurgicales, des remèdes à base de plantes, des traitements psychologiques, des textes astronomiques contenant des calculs d'une précision remarquable, des œuvres philosophiques explorant les profondeurs de la conscience humaine avec une subtilité qui étonne encore les spécialistes modernes. Mais surtout, ce qui fut perdu, c'est une tradition vivante de transmission du savoir. Car les bibliothèques ne sont pas seulement des collections de livres, elles sont des communautés humaines où le savoir se transmet de maître à disciple, où les textes sont commentés, discutés, enrichis par chaque génération. Lorsque Nalanda fut détruite, ce n'est pas seulement des manuscrits qui disparurent, c'est une lignée ininterrompue de savants qui s'éteignit. Le bouddhisme lui-même, qui avait prospéré en Inde pendant plus de 1500 ans, ne se remit jamais de ce coup. Les moines survivants fuirent vers le Tibet, le Népal, la Birmanie, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient en sauver. Mais la tradition indienne était brisée, et avec elle, une manière unique de penser et de comprendre le monde. Aujourd'hui, les ruines de Nalanda sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des touristes se promènent parmi les fondations de briques rouges, photographient les stupas érodés par le temps. Peu réalisent
qu'il marche sur les cendres de ce qui fut peut-être la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'humanité. Mais le motif de destruction que nous observons ne se limite pas aux grands centres urbains. Il touche aussi des traditions plus discrètes, des savoirs transmis dans des cercles restreints, des connaissances qui n'ont jamais eu le temps d'être consignées par écrit avant de disparaître. Pense aux druides de la Gaule et de la Bretagne celtique. Ces prêtres philosophes détenaient des savoirs, accumulés sur des siècles, peut-être des millénaires. Astronomie, médecine, droit, poésie, théologie, tout était mémorisé et transmis oralement, dans une tradition qui interdisait strictement la mise par écrit des enseignements sacrés. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, note que les druides passaient parfois 20 ans à mémoriser l'ensemble de leur savoir. Des milliers de vers contenant tout ce qu'un homme devait connaître sur le monde visible et invisible. César, qui n'était pas particulièrement sympathique aux Gaulois, reconnaissait néanmoins l'étendue impressionnante de leurs connaissances en astronomie et en philosophie naturelle. Mais la conquête romaine, puis la christianisation, mirent fin à la tradition druidique. Les derniers druides furent persécutés, massacrés ou forcés de se convertir. Avec eux disparut un patrimoine intellectuel dont nous ne connaissons que des bribes, des fragments rapportés par des observateurs extérieurs qui ne comprenaient qu'imparfaitement ce qu'ils voyaient. Il n'y a pas de ruines de bibliothèque druidique parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque. Le savoir était conservé dans des mémoires humaines, et lorsque ces mémoires s'éteignirent, le savoir s'éteignit avec elles. C'est peut-être la forme la plus tragique de perte, celle qui ne laisse même pas de cendres à pleurer. Le même phénomène s'est produit dans d'innombrables cultures à travers le monde. Les chamans sibériens, dont les champs cosmogoniques contenaient des millénaires d'observations astronomiques et écologiques. Les guérisseurs amazoniens, dont la pharmacopée issue de dizaines de milliers de plantes était transmise de maître à apprenti. Les navigateurs polynésiens qui traversèrent des océans immenses sans instruments, guidés par des connaissances stellaires et maritimes d'une précision stupéfiante. Chaque fois qu'une culture est conquise, assimilée, détruite, ce ne sont pas seulement des vies qui sont perdues, ce sont des bibliothèques vivantes qui s'effondrent, des traditions irremplaçables qui s'éteignent. Et ce processus continue aujourd'hui, peut-être plus rapidement que jamais. On estime qu'une langue disparaît dans le monde toutes les 2 semaines. Avec chaque langue perdue, c'est une manière unique de comprendre et de décrire le monde qui s'évanouit. Des savoirs botaniques, zoologiques, médicaux, astronomiques, accumulés sur des générations qui n'ont jamais été documentés et ne le seront jamais. Mais revenons aux preuves matérielles, car elles constituent l'ancrage le plus solide de notre exploration. Les sciences modernes nous permettent parfois de mesurer avec précision ce qui a été perdu, de quantifier l'ampleur du désastre. Les paléographes et les codicologues, ces spécialistes de l'écriture et des manuscrits anciens, ont développé des méthodes pour estimer la production littéraire des civilisations passées. En analysant les références croisées entre les textes qui ont survécu, en cataloguant les titres mentionnés dans les bibliographies anciennes, en étudiant les fragments récupérés dans les fouilles archéologiques, ils peuvent reconstituer une image approximative de ce qui existait avant les destructions. Les chiffres sont vertigineux. Pour la littérature grecque classique, on estime que nous avons conservé entre 1 et 10% de ce qui a été produit. Cela signifie que 90 à 99% des textes grecs anciens ont disparu à jamais. Pour la littérature latine, les proportions sont similaires, peut-être encore pires. Des centaines d'auteurs dont nous ne possédons plus une seule ligne. Des milliers d'œuvres dont nous ne connaissons que les titres, mentionnés par d'autres auteurs qui eurent la chance de les lire avant leur disparition. Pour les littératures égyptiennes, mésopotamiennes, perses, indiennes anciennes, la perte est encore plus catastrophique. Nous ne possédons que des fragments, des éclats d'un miroir brisé qui reflétait autrefois des civilisations entières. Et ces estimations ne concernent que les textes dont nous avons la preuve qu'ils existaient. Combien d'autres œuvres furent écrites sans jamais être mentionnées dans les sources qui nous sont parvenues? Combien de génies inconnus produisirent des chefs-d'œuvre qui disparurent sans laisser la moindre trace? Nous ne le saurons jamais. Les sciences exactes nous offrent aussi des indices troublants sur les connaissances perdues. Prenons l'astronomie.
Les observations astronomiques consignées dans les textes anciens qui nous sont parvenus révèlent une précision extraordinaire. Les Babyloniens avaient calculé la durée de l'année tropique avec une erreur de seulement quelques minutes. Les Égyptiens alignaient leurs pyramides avec une précision de fraction de degré. Les Mayas avaient prédit des éclipses avec une exactitude qui défie l'entendement. Mais ces résultats ne sont pas tombés du ciel, si j'ose dire. Ils sont le fruit de siècles, peut-être de millénaires, d'observations systématiques, de mesures répétées, de calculs accumulés. Des registres astronomiques devaient exister, des tables d'observation, des catalogues d'étoiles. Où sont-ils aujourd'hui ? Presque tous ont disparu. Nous possédons quelques fragments, comme les tablettes astronomiques babyloniennes conservées au British Museum, ou les textes astronomiques égyptiens inscrits sur les plafonds des tombes. Mais ces fragments ne représentent qu'une infime partie de ce qui devait exister. Les bibliothèques d'Alexandrie, de Babylone, de Ninive contenaient des siècles d'observations célestes méticuleusement consignées. Tout cela a brûlé, et nous avons dû recommencer presque de zéro. La même logique s'applique aux mathématiques. Les résultats que nous attribuons aux Grecs, les théorèmes de Pythagore et d'Euclide, les spirales d'Archimède, les coniques d'Apollonius ne sont pas apparus spontanément. Ils s'appuient sur des siècles de travaux antérieurs, égyptiens, babyloniens, et peut-être d'autres traditions dont nous avons perdu toute trace. Les papyrus mathématiques égyptiens qui nous sont parvenus, comme le papyrus de Rind ou le papyrus de Moscou, ne sont que des manuels pratiques, des collections de problèmes résolus destinés à l'enseignement. Les véritables traités théoriques, les démonstrations rigoureuses, les développements avancés, où sont-ils ? Probablement en cendres quelque part, victimes de l'une ou l'autre des catastrophes qui ont ravagé les bibliothèques du monde antique. Considérons aussi les cartes géographiques. Les Grecs avaient cartographié le monde connu avec une précision remarquable. Ératosthène avait dessiné une carte du monde intégrant les données recueillies par les conquêtes d'Alexandre jusqu'en Inde. Les géographes romains avaient produit des itinéraires détaillés de tout l'Empire. Les navigateurs phéniciens avaient exploré les côtes de l'Atlantique, peut-être jusqu'aux Amériques selon certaines théories. Où sont ces cartes ? Quelques copies tardives ont survécu, comme la carte de Ptolémée reconstituée à partir de ses descriptions textuelles. Mais les originaux, les centaines de cartes détaillées qui devaient exister dans les grandes bibliothèques, ont tous disparu. Et puis, il y a ces indices troublants, ces cartes médiévales qui semblent contenir des informations impossibles. La carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par un amiral ottoman, montre les côtes de l'Amérique du Sud avec une précision étonnante, alors que le continent venait à peine d'être découvert par les Européens. Piri Reis lui-même affirmait avoir compilé sa carte à partir de sources plus anciennes, dont certaines remontaient, selon lui, à l'époque d'Alexandre le Grand. La carte montre aussi ce qui ressemble à la côte de l'Antarctique, libre de glace. Les sceptiques rejettent cette interprétation, mais les partisans soulignent que la côte cartographiée correspond remarquablement au relevé moderne effectué par sondage sous la calotte glaciaire. Si c'est vraiment l'Antarctique, cela signifierait que des cartes extraordinairement anciennes, datant d'avant la glaciation du continent il y a plusieurs milliers d'années, ont circulé pendant des millénaires avant de parvenir entre les mains de Piri Reis. Spéculation, peut-être, mais le simple fait que nous ne puissions pas répondre définitivement à ces questions est en soi révélateur de l'ampleur de nos pertes. Si les bibliothèques d'Alexandrie avaient survécu, nous saurions exactement ce que les anciens connaissaient du monde. Nous aurions leurs cartes originales, leurs récits de voyage, leurs observations directes. Au lieu de cela, nous en sommes réduits à assembler des fragments, à interpréter des indices, à spéculer dans le noir. Les traditions orales du monde entier conservent des échos de ces savoirs perdus. Les mythes aborigènes australiens décrivent des paysages côtiers qui correspondent à la géographie de l'Australie telle qu'elle existait à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a plus de 10 000 ans, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Ces récits, transmis de génération en génération pendant des centaines de siècles, sont des fragments d'une mémoire collective incroyablement ancienne. Les traditions amérindiennes parlent de migrations depuis des terres lointaines, de traversées de grandes eaux, de cataclysmes qui ont remodelé le monde. Les mythes polynésiens
décrivent des navigations extraordinaires à travers des océans immenses, guidés par des connaissances stellaires d'une sophistication remarquable. Ces traditions ne sont pas des inventions fantaisistes. Elles sont les vestiges de savoir, autrefois systématiques, de connaissances qui étaient enseignées, préservées, transmises avec un soin méticuleux. Mais contrairement aux bibliothèques écrites, ces bibliothèques vivantes ne laissent pas de ruines visibles lorsqu'elles sont détruites. Elles s'effacent simplement, silencieusement, comme des vagues qui se retirent d'une plage. Et c'est peut-être là le plus grand mystère de tous. Non pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous ne savons même pas avoir perdu. Les bibliothèques dont nous n'avons jamais entendu parler, les traditions qui se sont éteintes sans laisser le moindre écho, les savoirs qui ont disparu si complètement que nous ignorons même qu'ils ont existé. Combien de civilisations brillantes ont prospéré et décliné sans laisser de traces écrites? Combien de génies ont vécu et pensé sans que leurs idées ne parviennent jusqu'à nous? Combien de découvertes ont été faites, perdues, refaites, reperdues, dans un cycle sans fin d'illumination et d'oubli? Nous nous imaginons au sommet de l'histoire, héritiers de tout ce qui a précédé. Mais nous sommes peut-être, au contraire, des amnésiques errants dans les ruines de grandeurs oubliées, incapables même de mesurer l'étendue de ce que nous avons perdu. Maintenant que nous avons parcouru les ruines de ces grandes bibliothèques à travers les continents et les millénaires, il est temps de rassembler les fils de notre enquête. Car ce voyage n'était pas simplement une accumulation de tragédies isolées. C'est un motif cohérent qui se dessine, une image troublante qui émerge lorsque nous connectons tous ces points dispersés dans le temps et l'espace. Récapitulons ce que nous avons découvert. À Alexandrie, des centaines de milliers de rouleaux contenant la quintessence du savoir grec, égyptien, perse, juif et de dizaines d'autres cultures, réduits en cendres par des incendies successifs, des guerres et finalement par le fanatisme religieux. À Bagdad, les trésors de la maison de la sagesse, héritiers et développeurs de cette tradition grecque, jetés dans le Tigre par les Mongols, jusqu'à ce que les eaux coulent, noires d'encre. À Tombouctou, des siècles de manuscrits africains, contenant des savoirs uniques sur la médecine, l'astronomie, le droit, la philosophie, menacés par des envahisseurs successifs et sauvés in extremis par le courage de gardiens anonymes. À Nalanda, la plus grande université du monde médiéval, ses bibliothèques de 9 étages brûlant pendant des mois, emportant avec elles une tradition intellectuelle millénaire. Et au-delà de ces grandes bibliothèques connues, des milliers de collections plus modestes, des traditions orales irremplaçables, des savoirs transmis de maître à disciple pendant des générations, tout cela effacé par les vagues successives de conquêtes, de conversions forcées, de purges idéologiques. Si nous traçons ces destructions sur une carte, si nous les situons sur une frise chronologique, un constat s'impose. Il n'y a pratiquement aucune époque, aucune région du monde qui ait été épargnée. La destruction du savoir n'est pas l'exception dans l'histoire humaine. Humaine, c'est la règle. Ce qui est exceptionnel, miraculeux même, c'est que quelque chose ait survécu. Mais pourquoi ? Pourquoi cette pulsion récurrente de destruction ? Pourquoi des êtres humains, à travers les cultures et les époques, ont-ils ressenti le besoin de brûler des livres, de massacrer des savants, d'effacer la mémoire collective ? Plusieurs réponses se dessinent, et elles ne sont pas mutuellement exclusives. La première raison est le pouvoir. Le savoir est pouvoir, comme l'a formulé Francis Bacon. Celui qui contrôle l'information contrôle la réalité. Les conquérants de tous les temps ont compris instinctivement que pour soumettre un peuple, il ne suffit pas de vaincre ses armées. Il faut aussi effacer sa mémoire, détruire ses récits fondateurs, le couper de ses racines. Un peuple sans histoire est un peuple sans identité, malléable à volonté. Les Romains le savaient lorsqu'ils détruisirent Carthage si complètement que nous ne connaissons cette civilisation qu'à travers les témoignages de ses ennemis. Les conquistadors le savaient lorsqu'ils brûlèrent les codex mayas et aztèques. Les colonisateurs de tous les continents le savaient lorsqu'ils interdirent les langues indigènes, supprimèrent les traditions locales, imposèrent leurs propres récits comme seule vérité. La deuxième raison est la peur. Le savoir nouveau, les idées différentes, les perspectives alternatives représentent une menace pour les certitudes établies.
Les gardiens de l'orthodoxie, qu'elle soit religieuse, politique ou scientifique, ont toujours craint ce qui remettait en question leur autorité. Brûler les livres qui contredisent la doctrine officielle est un réflexe de défense, une tentative désespérée de préserver un ordre menacé. Les chrétiens qui saccagèrent le Sérapéum craignaient que la sagesse païenne ne détourne les fidèles de la vraie foi. Les djihadistes qui brûlèrent les manuscrits de Tombouctou voyaient dans ces textes une forme d'islam trop tolérante, trop ouverte, qui menaçait leur vision rigoriste. Les empereurs chinois qui ordonnèrent des autodafés voulaient éliminer les pensées subversives qui pouvaient inspirer des rébellions. La troisième raison est plus subtile et peut-être plus troublante. C'est l'ignorance de la valeur de ce qu'on détruit. Les soldats mongols qui jetèrent les livres de Bagdad dans le fleuve n'avaient probablement aucune idée de ce qu'ils détruisaient. Pour eux, ce n'étaient que des objets encombrants, au mieux du combustible pour leur feu de camp. Les moines médiévaux qui grattèrent les textes d'Archimède pour réutiliser le parchemin ne réalisèrent pas qu'ils effaçaient des siècles d'avance scientifique. Cette ignorance est peut-être la forme la plus tragique de destruction, car elle est dénuée de malice. Elle est simplement aveugle, indifférente, brutalement pragmatique. Et elle continue aujourd'hui chaque fois que nous négligeons de préserver un patrimoine qui nous semble sans valeur immédiate, chaque fois que nous laissons mourir une langue, une tradition, un savoir-faire ancestral, parce que nous ne voyons pas son utilité dans notre monde moderne. Mais au-delà de ces explications rationnelles, il y a peut-être quelque chose de plus profond à l'œuvre, une dynamique presque métaphysique qui semble condamner l'humanité à un éternel recommencement, à une alternance de phases d'accumulation et de destruction du savoir. Les traditions anciennes parlent de cycles cosmiques, de yugas indiens ou d'âges grecs, pendant lesquels l'humanité s'élève vers des sommets de sagesse avant de sombrer dans l'oubli et la barbarie. Elles parlent de civilisations antédiluviennes qui possédèrent des savoirs extraordinaires, perdus dans des cataclysmes dont le déluge biblique n'est qu'un écho parmi d'autres. Ces récits sont-ils de simples mythes, des projections nostalgiques d'un âge d'or imaginaire? Ou conservent-ils la mémoire fragmentée d'un passé réel, de cycles historiques dont nous avons perdu la trace? La question reste ouverte. Mais ce qui est certain, c'est que le motif se répète avec une régularité troublante. Des civilisations s'élèvent, accumulent du savoir, construisent des bibliothèques monumentales, puis s'effondrent, et leurs trésors disparaissent dans les flammes ou l'oubli. Et la civilisation suivante doit recommencer, réinventer ce qui avait déjà été découvert, refaire un chemin déjà parcouru. Combien de fois l'humanité a-t-elle redécouvert les mêmes vérités? Combien de fois avons-nous dû réapprendre ce que nos ancêtres savaient déjà? C'est une question vertigineuse, et nous n'avons probablement pas les moyens d'y répondre. Mais le simple fait de la poser devrait nous rendre humbles face à nos certitudes. Car nous vivons nous-mêmes dans une époque d'accumulation sans précédent. Jamais dans l'histoire l'humanité n'a produit autant d'informations. Nos bibliothèques numériques contiennent des quantités de données qui dépassent de plusieurs ordres de grandeur tout ce que les civilisations passées ont jamais pu rassembler. Mais cette abondance est-elle une garantie de préservation? Ou au contraire, notre dépendance aux technologies fragiles nous rend-elle plus vulnérables que jamais? Les rouleaux de papyrus d'Alexandrie ont duré des siècles. Les manuscrits de parchemins médiévaux sont encore lisibles après un millénaire. Mais les données stockées sur nos disques durs, nos serveurs, nos systèmes cloud, combien de temps survivront-elles? Les formats numériques deviennent obsolètes en quelques décennies. Les supports physiques se dégradent. Les entreprises qui maintiennent les serveurs peuvent faire faillite. Les catastrophes naturelles ou les guerres peuvent détruire des infrastructures entières. Et puis, il y a la menace plus insidieuse de la surcharge informationnelle. Lorsque tout est disponible, plus rien n'a de valeur. Lorsque n'importe qui peut publier n'importe quoi, comment distinguer le précieux du trivial? Nos bibliothèques numériques sont peut-être déjà en train de se noyer dans un océan de bruit. Le signal véritablement important devenant invisible, inaccessible, effectivement perdu, même s'il existe, encore quelque part dans un recoin oublié d'Internet. Les historiens du futur, s'il y en a, regarderont peut-être notre époque comme nous regardons Alexandrie.
Ils se demanderont comment une civilisation qui possédait tant de savoir a pu le laisser s'évanouir. Ils fouilleront les vestiges de nos data centers, comme nous fouillons les ruines du Sérapéum, et ils ne trouveront que des fragments, des échos, des traces indéchiffrables d'une grandeur disparue. Mais ne terminons pas sur une note de désespoir, car l'histoire des bibliothèques perdues est aussi, paradoxalement, une histoire d'espoir et de résilience. Les manuscrits de Tombouctou ont survécu grâce au courage de gardiens anonymes. Les rouleaux d'Herculanum livrent enfin leurs secrets grâce à des technologies que leurs auteurs n'auraient jamais pu imaginer. Les traditions orales des peuples indigènes sont documentées par des linguistes et des anthropologues avant qu'il ne soit trop tard. Des projets internationaux numérisent et préservent des millions de documents anciens, les rendant accessibles à tous, partout dans le monde. Et surtout, la curiosité humaine. Cette flamme qui a poussé les premiers bibliothécaires à rassembler le savoir du monde continue de brûler. Des chercheurs consacrent leur vie à déchiffrer des textes oubliés. Des archéologues fouillent inlassablement les sites anciens dans l'espoir de trouver de nouveaux fragments. Des passionnés traduisent, commentent, transmettent des trésors qui ont survécu. La bataille entre la préservation et la destruction n'est jamais définitivement gagnée ni perdue. Elle se poursuit à chaque génération, et chacun de nous y joue un rôle, même modeste. Alors que pouvons-nous faire, toi et moi, face à cette histoire monumentale de perte et de survie? Peut-être simplement ceci, nous souvenir, honorer la mémoire de ce qui a été perdu, apprécier à sa juste valeur ce qui a survécu, et transmettre à notre tour, dans la mesure de nos moyens, le flambeau du savoir que nous avons reçu. Car c'est ainsi que les bibliothèques véritables survivent, non pas dans des bâtiments de pierre ou des serveurs de silicium, mais dans les esprits vivants qui portent le savoir et le transmettent. Chaque conversation, chaque enseignement, chaque partage d'une idée précieuse est un acte de préservation contre l'oubli. Chaque fois que nous apprenons quelque chose et le transmettons à quelqu'un d'autre, nous participons à cette chaîne ininterrompue qui relie les premiers conteurs autour des feux préhistoriques aux bibliothécaires d'Alexandrie, aux moines copistes du Moyen-Âge, aux gardiens de Tombouctou et à nous-mêmes. Les livres peuvent brûler, les bibliothèques peuvent s'effondrer, mais tant qu'il restera des êtres humains pour se souvenir, pour apprendre, pour enseigner, le savoir ne mourra pas complètement. Voilà le message le plus profond que nous pouvons tirer de ce voyage à travers les cendres des bibliothèques perdues. La fragilité du savoir nous impose un devoir de vigilance et de transmission. Et la résilience dont il a fait preuve à travers les millénaires nous donne l'espoir que quelque chose, toujours, survivra. Nous arrivons maintenant au terme de cette exploration. Nous avons marché ensemble dans les ruines d'Alexandrie, de Bagdad, de Tombouctou, de Nalanda. Nous avons contemplé l'ampleur vertigineuse de ce que l'humanité a perdu. Nous avons médité sur les raisons de ces destructions et sur ce qu'elles nous enseignent. Mais une dernière question demeure, peut-être la plus troublante de toutes. Si tant de savoir a été perdu, si des bibliothèques entières ont été effacées de l'histoire, que reste-t-il que nous ne savons pas? Quelles vérités sur notre passé, sur notre planète, sur nous-mêmes, dorment encore dans des cendres que nous n'avons pas encore retrouvées? Et plus troublant encore, y a-t-il des savoirs qui ont été délibérément supprimés, non pas par accident ou par ignorance, mais parce que certains considéraient qu'ils étaient trop dangereux pour être connus? Des vérités si déstabilisantes qu'elles devaient être effacées à tout prix. Les traditions ésotériques de nombreuses cultures parlent de connaissances secrètes, réservées aux initiés, protégées des regards profanes. Les rumeurs persistent de bibliothèques cachées, de chambres secrètes sous les pyramides, de caves scellées dans des monastères reculés, contenant des textes que le monde n'est pas prêt à connaître. Légendes, fantasmes, peut-être, mais peut-être pas entièrement, car l'histoire nous a montré que des découvertes extraordinaires sont possibles. Les manuscrits de la mer morte, cachés dans des grottes pendant 2000 ans. La bibliothèque de Nag Hammadi, enterrée par des moines au IVe siècle et retrouvée par hasard en 1945. Le palimpseste d'Archimède, préservé sous des prières médiévales et révélant des mathématiques d'une sophistication stupéfiante.
Qui sait ce que les prochaines découvertes nous réservent? Qui sait quels trésors attendent encore? Dans des déserts inexplorés, des fonds marins inaccessibles, des archives oubliées, que quelqu'un les retrouve et les ramène à la lumière. L'histoire des bibliothèques perdues n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire, chaque jour, chaque fois qu'un archéologue met au jour un nouveau fragment, chaque fois qu'un conservateur sauve un manuscrit de la destruction, chaque fois qu'un chercheur déchiffre un texte oublié. Et peut-être que le chapitre le plus extraordinaire reste à venir. Si tu as apprécié ce voyage à travers les cendres de la mémoire humaine, si ces réflexions sur le savoir perdu et préservé ont éveillé quelque chose en toi, alors je t'invite à nous rejoindre pour d'autres explorations. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les mystères de notre Terre, sur les civilisations oubliées, sur les vérités cachées de notre passé. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, croiront que l'histoire mérite d'être questionnée, que les certitudes officielles ne racontent jamais toute l'histoire. Et surtout, continue de chercher, de questionner, de transmettre. Car c'est ainsi que le savoir survit, de génération en génération, à travers les cataclysmes et les silences. Comme une flamme fragile mais inextinguible passée de main en main dans l'obscurité. Dans les cendres des bibliothèques perdues, il reste des braises. Et de ces braises, avec patience et courage, nous pouvons rallumer des feux. Les murs d'Alexandrie sont tombés. Les eaux du Tigre ont emporté les manuscrits de Bagdad. Les flammes de Nalanda se sont éteintes depuis des siècles. Mais quelque chose demeure, quelque chose d'indestructible, qui ne réside pas dans le papyrus, le parchemin ou les bits numériques. C'est la soif de savoir, c'est la volonté de comprendre, c'est le refus de l'oubli. Tant que cette flamme brûlera dans les cœurs humains, les bibliothèques renaîtront toujours de leurs cendres, car les vrais livres ne sont pas faits de papier. Ils sont faits de questions qui ne cessent jamais d'être posées. Et cette nuit, en fermant les yeux, peut-être rêveras-tu des salles immenses d'Alexandrie, des couloirs infinis de Nalanda, des chambres secrètes de Tombouctou. Peut-être marcheras-tu parmi les rouleaux et les manuscrits, effleurant du doigt des savoirs oubliés. Peut-être entendras-tu les voix des sages anciens, murmurant à travers les siècles, attendant patiemment que quelqu'un les retrouve. Dors bien, et n'oublie jamais que le savoir que tu portes en toi est un héritage précieux, un fragment de lumière arraché à l'obscurité de l'oubli. La prochaine fois que tu ouvriras un livre, pense à tous ceux qui n'existent plus. Pense aux mains qui les ont écrits, aux esprits qui les ont pensés, aux bibliothécaires qui les ont protégés. Pense à cette longue chaîne de transmission dont tu es l'un des maillons. Et garde précieusement ce que tu sais, car le savoir est la seule richesse que les flammes ne peuvent pas entièrement détruire. Dans les cendres de ce qui fut brûlé, germe toujours ce qui sera retrouvé. C'est la promesse que l'histoire nous fait, encore et encore, et c'est la promesse que nous devons tenir pour ceux qui viendront après nous.